Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au match entre l'OL se déplaçant à la JOCR. Eh ben voilà, il y a le haut du panier, c'est-à-dire notre compétition en Europa League, et puis le quotidien du championnat. Mine de rien, ce quotidien du championnat, il est très important puisque vous le savez, notre objectif c'est de retourner en Ligue des Champions, pour le prestige, mais aussi pour les sous, et oui. Et donc, ce match à Auxerre, évidemment, il faut l'aborder dans les meilleures conditions et aller chercher les 3 points. Mais vous allez voir, ce ne sera pas si facile que ça. On va regarder tout ça. On va débriefer rapidement la conférence de presse de Paulo Fonseca. Regarder les compositions probables telles qu'elles nous sont délivrées par l'équipe, qui a quand même annoncé la titularisation d'Akoukou jeudi, donc quand même, fallait le faire. Bon, vous allez voir, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, et notamment au milieu de terrain. Mais on va commencer par les complots de la baballe, puisque notre ami Daniel Riolo a récidivé. Et oui, lundi dernier, il nous disait que la Ligue avait refusé que l'Olympique lyonnais puisse déplacer son match face à Auxerre, alors que le Paris Saint-Germain, lui, avait obtenu de pouvoir déplacer son match à Nantes. Jeudi, après le match d'Europa League, Daniel Riolo remonte son combat contre ce complot contre l'Olympique lyonnais, puisque oui, la Ligue veut détruire l'OL. Le Qatar, qui évidemment manipule la Ligue, veut détruire l'OL. Donc on a refusé de déplacer le match. Seulement, jeudi, contrairement à lundi, il a dû recevoir un petit SMS de gens qui lui veulent du bien et ne veulent pas qu'il passe trop pour un gros débile, en lui disant non, ça s'est pas passé comme ça. L'OL n'a jamais demandé le report du match. C'est même Paulo Fonseca, l'entraîneur, qui a dit non, je veux qu'on reste dans la continuité, je veux qu'on joue ce match-là dimanche. La seule chose qui a été demandée, c'est que le match qui était prévu à 15h soit déplacé à 20h45. Et la Ligue a dit d'accord. Donc on passe d'une situation où la Ligue, ourdit son complot contre l'Olympique lyonnais à finalement la Ligue a accepté de déplacer le match à 20h45. Alors vous allez me dire, ça paraît logique quand même. On est la dernière équipe à avoir joué en Coupe d'Europe cette semaine, donc qu'on joue en dernier, ça paraît un peu logique. Ah mais ils l'ont fait. Et oui, le problème c'est qu'on donne beaucoup d'audience à des cerveaux un peu dérangés. Et le problème c'est que, évidemment, comme cette émission est la plus écoutée, ce complotisme vient s'infuser après chez les supporters. C'est navrant, c'est lamentable. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de Julien Cazard qui a appelé cette vidéo le complot ultime et qui reprend les propos de Daniel Riolo. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans ce que dit Riolo, il dit ah après on dit que j'invente des complots, etc., etc. Et 30 minutes plus tard, oui, effectivement, tu inventes des complots. Bref. Bon, passons sur le terrain. Alors, avant cela, de revenir sur le terrain, on va quand même regarder quand va se dérouler l'appel de Paulo Fonseca auprès du CNOSF. Donc, ça aura lieu le 6 mai, donc comme dans un petit mois. Il faut savoir que cet appel n'est pas suspensif, donc la sanction s'applique. Paulo Fonseca s'est exprimé en conférence de presse sur ce sujet. Il estime, et je suis évidemment d'accord avec lui, que la sanction est trop lourde. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ait inclus finalement les mois d'été, donc le mois de juin où il n'y a pas de compétition, le mois de juillet où il n'y a pas de compétition, et donc on revient à la mi-août, début août pour le championnat. Donc on a rajouté cette durée-là aux 7 mois qui sont prévus. Les 7 mois, c'est dans les textes. D'ailleurs, moi, j'avais dit, il va prendre 7 mois. Bon, il prend 9 parce qu'on rajoute ces 2 mois d'inactivité, et donc ça nous rapporte au 30 novembre. Je trouve que, évidemment, c'est trop important, et surtout, ce n'est pas prévu, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans les sanctions, que l'on doit rajouter la période d'inactivité aux 7 mois. Donc ça, je trouve ça anormal. Deuxième chose qui est assez anormale, évidemment, c'est qu'il soit interdit de vestiaire, mais surtout qu'il ne soit pas interdit de vestiaire pour la même durée.
si on a un minimum de cohérence, il est interdit donc d'exercer ses fonctions d'entraîneur pendant les matchs jusqu'au 30 novembre, mais on dit ah mais pour le vestiaire c'est jusqu'au 15 septembre. Mais pourquoi une différenciation? Non, ça devrait être les deux. Enfin ça paraît très logique. Donc moi je vois là une contradiction dans les décisions de la commission de discipline. Bon écoutez, on espère que Paolo obtiendra satisfaction. Ce qu'il demande surtout, donc, c'est réduire la durée de la sanction, donc à 7 mois effectifs, puisque c'est ce qui est prévu, et l'autorisation d'aller dans les vestiaires avant, à la mi-temps et après le match. Bon, moi, ça me paraît pas fou de l'obtenir. Après, bon, ben voilà, c'est une commission donc qui, comme on le dit, émet juste un avis. Hein, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est revu par la LFP, et la LFP peut soit accepter de minorer ces sanctions, soit les maintenir intégralement. Alors passons à la conférence de presse de Paulo Fonseca, donc avant ce déplacement à Auxerre. Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est qu'il avait l'air de très très bonne humeur. Je pense que il considère qu'avoir égalisé au tout dernier moment face à Manchester United nous laisse pleinement en vie, nous laisse pleinement la possibilité d'aller se qualifier à Manchester, ce que je pense également, d'autant qu'entre-temps, eh bien, on va récupérer quand même des joueurs importants. Malik Fofana, alors c'est pas garanti à 100%, mais normalement il devrait revenir. Et Tessman, donc, qui était reparti aux États-Unis. Alors certains ont dit que c'était pour un heureux événement. Écoutez, moi je n'ai lu ça nulle part, donc je ne sais pas d'où ça sort. Alors je vais faire confiance à ceux qui disent ça, mais moi je n'ai lu ça absolument nulle part. D'autant que ça me paraissait étrange, puisqu'il me semble quand même qu'il a dit qu'il vivait avec sa petite amie, donc, ou sa femme, je ne sais pas s'il est marié, à Lyon, donc je vois pas trop l'intérêt de truc d'aller aux États-Unis. Enfin bon, ça m'a paru étrange, mais moi je n'ai lu ça nulle part, donc si vous avez quelque chose qui vient confirmer ça, alors bon, de toute façon, hein, ça change pas grand-chose, mais voilà, moi je n'ai lu ça nulle part, donc je pense là aussi que c'est une fake news. Le problème, c'est qu'à l'heure des réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un prenne une fake news, la relaie, et ce qui au début est une invention devient une réalité. N'est-ce pas, monsieur Riolo, qui est un grand spécialiste de ça? On pourrait citer de très nombreux exemples. Bon, bien, revenons à Paulo Fonseca. Donc il nous a dit bien, que Tessman serait là demain, donc Fofana un petit peu plus loin, et il nous a dit qu'à part ça, il n'y avait pas de blessés, hormis Enzo Molebe, qui s'est fait une petite blessure musculaire. Ah, ça tombe quand même super mal, quoi, parce que quand on va voir le groupe, on va voir que sur le plan offensif, c'est quand même la portion congrue. Donc avoir Enzo Molebe en plus, franchement, ça nous aurait été fort utile. Et c'est peut-être l'occasion pour Gomez Rodriguez, qui lui est dans le groupe, et bien peut-être d'avoir ses premières minutes chez les pros. Alors, il dit aussi, alors ça, bon, ça laisse peu d'espoir quand même à Gomez Rodriguez, que c'est pas le moment. C'est pas le moment idéal pour faire jouer des jeunes. Et oui, on a vraiment. Chaque match est important, on ne peut prendre absolument aucun risque. Et évidemment, c'est un peu embêtant, c'est un peu délicat d'envoyer des jeunes dans ce contexte. Donc bon, il dit vraiment faudra qu'il y ait beaucoup de blessés et beaucoup de faits de jeu pour qu'on puisse faire jouer les jeunes. Bon, il les intègre déjà à l'entraînement, c'est un premier pas, donc peut-être pour la saison prochaine, mais je ne pense pas qu'on verra les jeunes cette saison. Alors il dit qu'il y aura évidemment quelques changements dans le 11 majeur, ce qui est un peu logique, hein, mais que les joueurs font surtout de la récupération. Et c'est pour ça d'ailleurs que il dit qu'il est content d'avoir obtenu qu'on mette le match à 20h45 parce que ça fait quasiment une journée, enfin une après-midi complète de récupération en plus pour les joueurs, et ça lui semble quand même important. Pour le report, ou alors lui peut-être fait-il partie du complot, peut-être est-il payé en sous-main par le Qatar, allez savoir. Eh bien Paulo Fonseca nous dit que finalement quand on reporte le match, ça ne fait que reporter le problème. Donc si on n'a pas 3 matchs par semaine maintenant, on les aura un peu plus tard. Donc lui, il voit pas du tout l'intérêt de faire ça. Alors après, chaque club évidemment a sa propre perception, mais en tout cas lui, c'est pas sa perception. Alors, il a parlé d'Auxerre et il a dit que Auxerre c'est une très bonne équipe à domicile. Tous les gros ont eu des difficultés. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 en contre-attaque. Alors là, bon, je n'ai pas les stats, mais je lui fais confiance. Donc,
il se méfie vraiment de cette équipe d'Auxerre. On l'a interrogé sur Matic, parce que vraiment, moi, j'ai été très très surpris que Matic ne joue pas contre Manchester United. Et ben Paulo Fonseca, il assume pleinement ce choix. Il dit qu'il a parlé à Matic, qu'il lui a expliqué pourquoi il ne jouerait pas ce match-là. Mais il dit que c'est tout simplement pour des raisons stratégiques. Et il rentre dans le détail, et ça j'aime bien. Il dit, en fait, en mettant Polakuoku, par parenthèse, il dit qu'il aime beaucoup Polakuoku, Polakuoku, évidemment, on se moque beaucoup de lui, d'ailleurs même certains pensaient qu'il n'était plus au club, et donc Paulo Fonseca, lui, il l'apprécie énormément, parce que déjà, il fait ce qu'il demande, ce qui est quand même pas forcément le cas de tous les joueurs, et donc ça, c'est quelque chose évidemment qui plaît beaucoup au coach. Il dit que Paul avait beaucoup de pression, parce qu'il a peu joué évidemment, mais il a montré qu'il avait beaucoup de personnalité et il était adapté au jeu de Manchester United. Et donc il rentre dans le détail, il dit ils attaquent beaucoup la profondeur avec Garnacho et Bruno Fernandes, donc j'ai préféré mettre Veretout et Polakuoku plutôt que, et là un petit tacle glissé, que Matic et Tessman, qui ne sont pas les joueurs les plus rapides. Oui, ça c'est sûr. Donc vous voyez quand même que là, bon, c'est un choix tactique de la part de Paulo Fonseca. Il considère que s'il mettait Matic, il est tellement lent que ça nous aurait posé des problèmes sur le jeu de transition de Manchester. D'ailleurs, il dit, le jeu de Manchester, il est facile à lire, il est facile à connaître, mais c'est pas facile de le contrer. Il estime qu'avec Polakuoku et Veretout, il a plutôt contré ce jeu-là. Et si on regarde vraiment objectivement le match, ça a été le cas, puisque Veretout, je trouve, a fait défensivement et dans la récupération un match tout à fait intéressant, que Polakuoku, dans les 50 minutes qu'il a passé sur le terrain, il a plutôt été à son avantage. Alors, il n'est pas sorti sur blessure, Koukou, tout simplement parce qu'il était totalement bouilli, rôti, et il sera disponible pour le match d'Auxerre. Donc bon, c'était assez rigolo et intéressant d'entendre ça de la part de l'entraîneur. Alors on va jeter un œil, les amis, sur le groupe, et le groupe, notamment sur le plan offensif, chez les attaquants, vous voyez que c'est pas la folie. Alors certes, Almada est un joueur offensif, mais là on se retrouve avec Cherki, Lacazette et Mikotadze, puisque Molébé n'est pas disponible. Donc ça fait pas grand-chose, et donc le jeune Gomez Rodriguez, qui est donc sur la feuille de match. Est-ce qu'il va jouer? Peut-être. Peut-être, c'est pas impossible, franchement, qu'il joue. Déjà parce qu'il faut jouer, il faut évidemment gérer les temps de jeu, puisqu'on va partir à Manchester jeudi prochain. Donc évidemment, tout ça, c'est à prendre en considération. On voit finalement sur le plan défensif et au milieu de terrain, bon, ça tient plutôt la route, même si c'est pas non plus la folie en termes de nombre. Bon, voilà, alors écoutez, je vous invite évidemment à me rejoindre ce soir dans le live à partir de 20h35, puisque le match a lieu à 20h45. Si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à aller liker ma vidéo que je vais publier dans quelques minutes sur YouTube. On va passer aux compositions probables, puisque l'équipe a publié la composition probable. Alors, c'est pas du 100%, mais il faut bien reconnaître que jeudi, ils avaient 100% de réussite par rapport à la compo. Alors, on va repartir en 4-2-3-1. Il est évident que face à Auxerre, logiquement, on devrait avoir la possession et donc réintégration de Tessman et Matic au milieu de terrain devant la défense. Avec une petite surprise, puisque ça devrait être Abner qui devrait débuter pour les Tagliafico récupérés pour pouvoir tout donner face à Manchester. Perry dans les buts évidemment, Maitland-Niles à droite, Mata et Niakate en défense centrale, Tolisso en 10, Cherki à droite, Almada à gauche et Mikotadze en pointe. Clairement, on a acté que Lacazette est numéro 2. Mais bon, le problème, c'est que Mikotadze en titulaire, il nous a pas pleinement rassuré. On espère quand même qu'il fasse un bon match aujourd'hui. Parce que il y a des enjeux colossaux. Et oui, colossaux avec un K, tellement ils sont importants.
On va regarder évidemment le classement de Ligue 1 pour se rendre compte que, comme je l'ai dit la semaine dernière, toutes les positions sont extrêmement serrées entre la 2e place et la 5e place. Nous sommes repassés 7e, et oui, ça fait toujours un peu mal où je pense, mais vous le voyez, avec 48 points, en cas de victoire, on passe à 51 points et on revient 4e devant Lille. Donc évidemment, c'est très excitant. 51 points, ça nous mettrait à 1 point du podium, et donc 1 point de Marseille, et 2 points de Monaco. Monaco qui est plutôt en verve en ce moment. Ils ont mis d'ailleurs une rouste à l'Olympique de Marseille 3-0. Leur prochain match, ce sera la réception de Strasbourg. Donc là aussi, au moins une de ces deux équipes va perdre des points. On remerciera l'OGC Nice qui a égalisé en toute fin de match face à Strasbourg, ce qui nous permet de ne pas voir Strasbourg partir trop loin et de pouvoir passer devant eux. Donc vraiment, week-end très important, les 3 points, il faut absolument les prendre. Alors Auxerre, quelle est la dynamique d'Auxerre? Vous voyez, elle est plutôt bonne. Alors ils ont gagné quand même à Rennes avec son nouvel entraîneur Habib Bey. Ils ont battu Montpellier, bon ça je dirais que tout le monde bat Montpellier. Ils ont fait match nul face à Nice. Et ils ont battu Reims 2-0. Alors donc ils font un peu carton plein face aux équipes, on va dire, de leur niveau ou du bas de tableau. Et je crois qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil en pensant que ça va être facile. Et ça c'est un vrai problème parce qu'on sait que certains de nos joueurs ont tendance à être en surconfiance. Donc à ne pas toujours tout donner. Donc là, évidemment, on va regarder ça de très près. Voilà les amis, donc vous pouvez évidemment me rejoindre ce soir dans le live, chatter sur le chat, c'est fait pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci, au revoir.